Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. Vous merci de êtes votre invitation. eurodéputé Les Républicains et vice-président LR. Alors une première ministre partie, un jeune ministre grand favori, même si nous allons rester prudents encore ce matin évidemment. Avant d'évoquer ces spéculations insistantes, quel bilan faites-vous de l'action de la première ministre Elisabeth Borne à la tête du gouvernement? Pour beaucoup dans l'opposition, il faut le noter, bon, elle est Madame 49.3, mais pour d'autres, à l'instar d'Éric Ciotti, eh bien, il reconnaît sa rigueur, son honnêteté intellectuelle. Est-ce que vous lui prêtez les mêmes qualités? Je crois qu'on peut très bien avoir été dans l'opposition, comme nous l'avons été, comme Éric Ciotti l'a montré au cours des derniers mois avec notre famille politique, tout en ayant de l'estime pour ses adversaires politiques. Et Elisabeth Borne, pour ma part, je crois il y a quelque chose d'assez désolant dans le feuilleton que nous sommes en train de vivre, c'est qu'on voit bien à quel point tout cela est d'abord réduit à une affaire de personnes. Elisabeth Borne dit clairement qu'elle est contrainte de présenter sa démission, non pas qu'elle ait été désavouée par une élection qui viendrait de se dérouler, non pas qu'elle vienne d'essuyer une défaite politique personnelle, mais voilà, il semble qu'Emmanuel Macron ne voulait plus continuer de travailler avec elle et donc il l'écarte du gouvernement. C'est ainsi, on ne va pas épiloguer indéfiniment. Ce que je retiens surtout de la période qui vient de s'écouler, c'est que le macronisme, parce que c'est de cela qu'il s'agit, est en train de montrer à quel point, en même temps, ses ambiguïtés et ses contradictions ont conduit le pays dans l'impasse et la vie politique avec lui. Quel que soit le remplaçant d'Elisabeth Borne, à l'heure actuelle, le très grand, le grandissime favori reste Gabriel Attal. Avant d'évoquer avec vous le fond, François-Xavier Bellamy, vous faites partie quand même de la jeune génération. Vous avez, on peut dire votre âge, 38 ans. Vous êtes de la même génération que Gabriel Attal, qui lui a 34 ans. C'est-à-dire il accéderait à Matignon du haut de ses 34 ans. Est-ce que cette jeunesse n'est qu'un argument de communication? Ou est-ce que ça peut être aussi le signe d'un renouveau en politique, d'une volonté et d'une fougue de faire de la politique autrement? Je crois qu'être jeune n'est pas une qualité en soi. Et de fait, il faudrait se garder d'en faire une vertu. C'est d'ailleurs une vertu qui disparaît avec le temps. Je l'ai toujours dit pour moi-même et cela vaut aussi pour tous ceux qui font peut-être effectivement de leur âge un élément de communication. Mais C'est son cas? Ce n'est pas le cas de Gabriel Attal, il n'en fait pas. Ou alors vous y voyez davantage un communicant qu'un homme d'action? la vraie question que je me pose, et je me la pose très sérieusement, c'est tout le monde dit Gabriel Attal favori pour rentrer à Matignon, mais quelles sont ses qualités pour cela? Qu'est-ce qu'il aura démontré? Il est ministre de Salué par une l'Éducation grande nationale. partie de la droite comme celui qui a fait interdire l'abaya, et plus largement comme étant celui qui incarne le contre-pied à Pape Ndiaye, plutôt anti-woke. J'essaie de vous avancer des arguments qui ont été mis en avant par C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition. on reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur, qui appartenait pourtant à la même majorité et qui s'inscrit évidemment dans la continuité de ce macronisme qui, encore une fois, avec le en même temps, aura dit tout et son contraire. Et Gabriel Attal, à sa manière, aura soutenu tout et son contraire en étant porte-parole de ce gouvernement, en étant ministre du budget. On ne l'avait pas entendu avoir un mot de distance à l'égard de Pape Ndiaye quand celui-ci était ministre de l'Éducation nationale. On voit finalement aujourd'hui que ceux qui ont depuis des années, et c'est mon cas, mais parmi bien d'autres, tenté d'alerter sur la réalité de la crise profonde que traverse l'Éducation nationale, ceux qui l'ont fait sous les colibets, y compris de M. Attal, qui aura appartenu au Parti socialiste, qui aura appartenu à ces gouvernements qui, pendant des années, ont fermé les yeux sur la crise de l'école, aujourd'hui sont en train de constater qu'en quelques mois, sans avoir encore rien fait, Gabriel Attal devient populaire pour avoir dit simplement la réalité d'une crise qu'il aura C'est contribué intéressant ce que à vous dites, dissimuler pendant longtemps. François-Xavier Bellamy. Vous vous intéressez beaucoup à l'école et votre avis compte évidemment. Quand vous dites rien fait, c'est-à-dire que son bilan perçu comme étant celui qui a réaffirmé quand même l'autorité à l'école, soutenant les professeurs face au coup de canif, au niveau de la laïcité, je vous vois sourire. Vous ne Non, le mais reconnaissez j'aime beaucoup pas, l'expression de bilan perçu. Vous voyez, c'est comme en ce moment, il fait froid, on parle de la température réelle et la J'essaie d'être température prudente. ressentie. Oui. Il y a un bilan perçu, mais en réalité, quel est le bilan? Vous avez parlé de l'interdiction de l'abaya. Pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement, je ne le lui reproche même pas, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit au ministère de l'Éducation nationale. Il y est depuis 4 mois. Regardez à quel point notre vie politique tourne dans un univers de communication qui est de l'ordre
atteint presque l'ordre du virtuel pur. Il s'agit de spéculation. Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal aujourd'hui est en pole position pour rentrer à Matignon? C'est qu'il est le favori des sondages, c'est qu'il est bien placé dans les enquêtes d'opinion. Mais à ce compte-là, Kylian Mbappé est aussi très bien placé dans les enquêtes d'opinion. C'est une ironie. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on pourrait considérer que quelqu'un est prêt pour être Premier ministre de la France parce qu'il a réalisé des choses extraordinaires, parce qu'il a montré par son action, par son bilan, par ses résultats, de quoi il était capable. Mais encore une fois, je le redis, donc c'est la prime à la communication. Je ne le lui reproche pas, parce qu'il n'a simplement pas eu le temps. La prime à la popularité dans les sondages. Si tout à l'heure, Gabriel Attal est nommé Premier ministre, pour vous, ce serait une prime à une popularité, à une notoriété, à une image, plus qu'à un bilan, un parcours et à des actions. Je vous le redemande, Sonia Mabrouk, où est le bilan? Quelles sont ses actions? Et d'ailleurs, qu'est-ce que Gabriel Attal... Ça aussi, c'est peut-être un signe des temps. Qu'est-ce que Gabriel Attal aura fait d'autre dans sa vie que de la politique? Par quoi est-ce qu'il a démontré quelque chose qui pourrait le rendre crédible pour exercer une responsabilité comme celle-là? Si je vous posais la même question, qu'est-ce que vous mettriez en avant, vous-même? Vous êtes quand même vice-président des LR, vous êtes arrivé, vous serez probablement choisi tête de liste Les Républicains. Que faut-il, j'allais dire, pour être reconnu comme un homme d'État? Si je suis candidat à l'élection européenne, je pense que la chose la plus importante pour moi sera de montrer ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé, les batailles que nous avons menées, les résultats que nous avons obtenus. Alors bien sûr, souvent pas dans le spectacle médiatique, pas dans la lumière des projecteurs, souvent dans le travail patient, difficile, compliqué, qui consiste à travailler concrètement, quotidiennement pour servir les Français et pour faire en sorte d'apporter des résultats. Le travail que nous avons fait pour réussir à faire en sorte que notre énergie aujourd'hui, cet hiver, là, en ce moment, soit disponible, que nous avons fait pour que les Français puissent ne pas payer leur électricité à des prix délirants quand ils la produisent à un coût maîtrisé par leurs propres investissements, le travail que nous faisons sur les questions migratoires. Et voyez ce qu'on a obtenu en décembre avec les Républicains. C'est pas de la communication, ce sont des batailles politiques concrètes. Très bien. Donc, pour obtenir des résultats. Et c'est tout à fait normal en politique, c'est l'action. Et ça veut dire, François-Xavier Bellamy, pour vous, que quel que soit le changement et le nom du Premier ministre, il n'y aura pas de changement de cap, de ligne, d'action. C'est ce qu'attendent les Français majoritairement. C'est un redressement du pays. Bien sûr, c'est ce qu'attendent les Français. Mais encore une fois, je le redis, pourquoi ce remaniement se fait-il ? C'est la question qu'on voudrait tous poser à Emmanuel Macron. Quel est le sens de ce remaniement, de ce changement de Premier ministre ? Normalement, un remaniement n'a d'intérêt que s'il conduit à un élargissement de la base électorale et à une majorité plus confortable. En tous les cas, un remaniement a un sens s'il obéit effectivement à une direction politique, à un changement de direction politique profonde. Et là, encore une fois, je crois qu'on le voit bien, ce qui compte et ce qui comptera d'abord finalement, et moi je ne veux pas juger Gabriel Attal sur un procès d'intention, la seule chose qui compte et la seule chose qui comptera, c'est ce que fera le prochain Premier ministre. Vous auriez dit la même chose s'il était venu des rangs de la droite, ce Premier ministre ? Et d'ailleurs... Je ne sais pas si c'était un jeune LR. Tiens, ce n'est pas possible. LR est aujourd'hui dans l'opposition. Et c'est parce qu'LR est dans l'opposition... Ils sont passés, si je puis dire, chez Emmanuel Macron alors qu'ils étaient dans l'opposition. Ils ont choisi de rejoindre ces ambiguïtés permanentes. Et aujourd'hui, on le voit bien. C'est la particularité étonnante de la situation actuelle. On est tous en train de spéculer sur qui va être le prochain Premier ministre. Ça pourrait être un Sébastien Lecornu qui vient de la droite, un Gabriel Attal qui vient de la gauche. Tout ça signe en fait l'absence totale de doctrine, de cohérence idéologique. On ne sait pas aujourd'hui, selon vous, où Emmanuel Macron veut mener la France ? Mais qui le sait ? Qui le sait ? Si vous deviez répondre précisément à cette question... Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Vous percevez quand même, il a, lors de ses vœux, réaffirmé le cap de l'autorité. Vous allez me dire que ça reste que des mots, mais qu'est-ce que vous percevez de la suite du quinquennat ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, le cap de l'autorité, quand on a un pays qui a vécu les émeutes que nous avons connues en juillet dernier? Le président, dans ses vœux, n'en a même pas parlé. Pour moi, ces émeutes ont été le moment décisif de l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'elles ont témoigné de l'incroyable fragilité de l'État aujourd'hui face à la réalité des menaces. C'est de ça dont on devrait parler. C'est là-dessus qu'il faudrait agir. Et toute notre vie politique est concentrée aujourd'hui sur la spéculation qui touche un éventuel remaniement, alors qu'en réalité, le cœur du sujet, c'est comment faire en sorte que l'État se redonne les moyens de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et permettez-moi de le dire, mais on a un peu le sentiment de vivre, j'imagine qu'à la fin de l'Empire romain, dans les derniers empereurs qui se succédaient, certainement le César Augustule devait être en train de distribuer lui aussi des places, des positions, des postes qui avaient été des fonctions décisives. Mais quand la réalité politique ne décide plus du destin commun,
Alors tout cela, évidemment, revient à une sorte de jeu purement spéculatif. Comment dire, retrouver notre souveraineté, notamment dans un domaine important qui est celui de l'immigration. Vous avez cité ce qui a marqué l'année 2023. Le projet de loi immigration et les débats autour de ce sujet ont été un marqueur important. Je voudrais vous entendre sur la polémique autour de Pierre Moscovici, François-Xavier Bellamy, président de la Cour des comptes, qui a justifié évidemment, vous le savez, le report du rapport sur l'immigration et a même dit qu'il aurait pu ne pas le publier. Vous avez vertement réagi sur les réseaux sociaux. Laurent Wauquiez est allé jusqu'à demander sa démission. Vous aussi ? Moi, je suis d'accord avec Laurent Wauquiez. Je partage cette révolte qui tient au fait qu'une institution publique, la Cour des comptes, dont la mission, au sens de la Constitution, est d'éclairer le débat public et d'informer les Français sur les enjeux de l'action de l'État, cette institution-là est empêchée par son premier président de publier les résultats auxquels elle est parvenue sur un sujet majeur, la question migratoire, au moment où un débat décisif est en train de traverser le Parlement et la société française tout entière. Il faut qu'il démissionne pour cela. Et il y a quelque chose, avant même de parler des questions de personnes, il y a quelque chose d'incroyablement grave. Est-ce que ça serait comme une forme de jurisprudence ? Est-ce que vous voulez que le premier président de la Cour des comptes démissionne pour avoir retardé ce rapport ? Je crois qu'en tous les cas, sa crédibilité est engagée. Il a assumé cette décision. J'aimerais savoir d'ailleurs si les magistrats de la Cour des comptes sont d'accord avec cette décision. Pour ma part, si j'étais parmi les rédacteurs du rapport, j'éprouverais une immense frustration à l'idée que le travail accompli au nom du peuple français, parce qu'il s'agit de magistrats, travail accompli par le mandat du peuple français. La Cour des comptes travaille financée par les Français et elle est là pour leur rendre des comptes. Eh bien, comment se fait-il que ces Français n'aient pas le droit de connaître les résultats de son travail au moment où ils sont en plein milieu d'un débat décisif pour l'avenir du pays ? Et j'ajoute une dernière chose. Oui. Pierre Moscovici, soyons très précis, Jean-Éric Schoettl le dit aujourd'hui dans les colonnes du Figaro et il a parfaitement raison de pointer ce fait. Pierre Moscovici dit: je n'ai pas publié ce rapport parce qu'il suivait immédiatement le vote de la motion de rejet. Mais il restait encore tout le débat parlementaire, il restait encore toute la commission mixte paritaire. Clairement, il ne voulait pas interférer avec tout le débat. La commission mixte paritaire. Il a parlé de réactions hystérisées et il avait peur que ce rapport devienne un objet politique au service de quelques-uns, peut-être vous, peut-être le Rassemblement national. Ça veut dire que Pierre Moscovici considère que les Français sont des enfants irrationnels auxquels il ne faut pas dire la vérité, de peur qu'ils ne disent des choses qui seraient déraisonnables. Ça veut dire que les parlementaires français ne sont pas responsables, qu'ils ne sont pas capables de faire du travail de la Cour des comptes une œuvre utile pour le pays ? Si Pierre Moscovici pense vraiment cela de la représentation nationale, alors oui, il doit partir, parce que pour le coup, ça veut dire qu'il est prêt dans le principe. Et d'ailleurs, il dit une chose très grave dans l'interview chez vos confrères de LCI auquel vous faites allusion. Il dit « j'aurais pu décider de ne jamais le publier ». Mais ça veut dire que Pierre Moscovici est prêt, de manière arbitraire, à ne jamais diffuser les résultats de rapports qui sont pourtant réalisés pour éclairer le débat public. Il y a quelque chose ici qui prouve à quel point, et je le redis, ça vaut sur la question migratoire, mais ça a valu aussi sur la crise de l'école pendant très longtemps. Il y a aujourd'hui des responsables publics, aussi bien dans nos institutions que dans la vie démocratique, qui préfèrent ne pas dire la vérité aux Français plutôt que de devoir affronter la réalité de leur choix. Selon vous, si ce rapport avait une conclusion tout autre et saluer plutôt l'action de l'exécutif, vous mettez en avant, un contrôle sur l'immigration. Est-ce qu'il y aurait eu toutes ces, entre guillemets, pudeurs de gazelle ? Je ne crois pas, et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce rapport pointe la faillite de l'État dans la maîtrise de ses frontières, qu'il montre l'incroyable incohérence dans la gestion des services publics. Comment se fait-il que, par exemple, c'est ce que dit ce rapport, que les services des douanes n'aient pas les mêmes capacités d'action que les services de police aux frontières et qu'on ait des régimes d'intervention qui soient incohérents et différents ? Comment se fait-il que seuls 10% des décisions d'éloignement soient effectivement suivies des faits dans notre pays ? Et en fait, en réalité, ce qu'on a voulu dissimuler aux Français, c'est la réalité de cette faillite. Or, ce qu'il importe de faire, c'est d'abord un constat lucide pour pouvoir ensuite agir. Je voudrais conclure par une question importante. François-Xavier Bellamy, vous êtes eurodéputé et je voulais vous faire réagir à un sujet peu abordé mais qui va beaucoup monter dans les prochains jours et prochaines semaines. Ce sont des manifestations monstres d'agriculteurs en colère. Alors, elles se déroulent en Allemagne, en partie pour des raisons internes à l'Allemagne, mais pas seulement. Ça s'est passé aussi, on a vu des manifestations, des perturbations en Hongrie, en Pologne. Est-ce que ce mouvement est appelé à grandir, à grossir et peut aussi essaimer et puis venir en France ? Vous avez raison d'en parler, Sonia Mabrouk, parce qu'en réalité, ça fait des semaines que les agriculteurs français sont aujourd'hui mobilisés partout en France pour alerter. Beaucoup d'entre eux ont lancé des initiatives symboliques. Ils ont renversé les panneaux des communes de France pour dire que nous marchons sur la tête. C'est ce qu'ils disent et ils ont raison de le dire. Pourquoi ? Parce que depuis des années, l'Union européenne, c'est une politique européenne et nous avons alerté sur le sujet et nous avons combattu
cette dérive. L'Union européenne ne cesse de rendre la vie impossible aux agriculteurs en multipliant des contraintes de plus en plus complexes au nom de l'environnement. Et on peut comprendre évidemment le principe, mais avec des résultats qui sont désastreux pour l'activité des agriculteurs et donc aussi pour l'environnement. Parce qu'en réalité, en France, depuis 10 ans, la balance commerciale agricole n'a cessé de baisser. Ça veut dire que nous importons toujours plus de produits alimentaires. Et nous les importons d'où ? De pays qui ne respectent aucune de nos règles environnementales. Oui, nous marchons sur la tête. Et cette question-là, elle ne concerne pas seulement les agriculteurs. Elle nous concerne tous comme citoyens. Elle nous concerne comme consommateurs. Elle nous concerne aussi parce que le jour où nous ne serons plus capables de produire ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, ce jour-là, nous aurons perdu la maîtrise de notre destin. Nous devons remercier nos agriculteurs de tout le travail qu'ils font pour nous nourrir. Aujourd'hui, ils vivent avec un soupçon permanent sur les épaules. Ça explique aussi les inondations terribles qui ont été aujourd'hui si douloureuses pour les habitants du Pas-de-Calais, du nord de la France. Parce que derrière ces inondations, il y a le fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent, y compris les élus locaux, entretenir les cours d'eau, entretenir les fossés, gérer l'eau. On a parlé des bassines. Regardez à quel point une certaine écologie complètement idéologique nous a interdit la gestion de l'eau, a interdit aux agriculteurs de gérer l'eau. Eh bien, tout cela, c'est la destruction de notre capacité de décider de notre avenir. Et je pense qu'il faut absolument entendre les agriculteurs et leurs cris de colère avant qu'il ne soit trop tard. Merci François-Xavier Bellamy. Nous attendons donc le nom du Premier ministre tout à l'heure. Merci au vice-président et à la prochaine tête de liste LR pour les Européennes. Ce sera bientôt. Le sujet le plus important, c'est l'action, encore une fois, et pas les personnes. Et on l'a dit, du remaniement, je me l'applique à moi-même. Je vous remercie, c'était votre grande interview ce matin. Merci à vous.